Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ashley Auguste et je suis la créatrice du personnage Little Nappy, donc petite naturelle heureuse. Donc c'est une petite héroïne afro qui se décline en livre anglais-français, en poupée, en t-shirt et accessoires et en dessin animé, donc disponible sur YouTube. Aujourd'hui, pour l'épisode 1 de À la rencontre 2, j'ai rendez-vous avec une maman. Donc c'est la créatrice du podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. Elle s'appelle Priska et elle a créé ce podcast avec son ami Ulrich. Le podcast a pour vocation d'aborder des thèmes liés aux discriminations raciales et l'acceptation de soi chez les enfants racisés. Donc on va aller la rejoindre, venez avec moi. Hey, coucou, comment tu vas? Bien et toi? Ouais, ça va. Écoute, super. Alors du coup, je t'ai un petit peu introduit très brièvement, Oui. mais je vais te laisser toi te présenter, D'accord. expliquer qui tu es. Alors, bonjour, moi c'est Priska, je suis la co-créatrice du podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. Un podcast qui parle en fait des problématiques que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes racisés rencontrent tout au long de leur scolarité. Alors pourquoi j'ai appelé en fait ce podcast Les enfants du bruit et de l'odeur, c'est suite au discours de Jacques Chirac, le discours d'Orléans qu'il a prononcé en 1991. Quand j'ai entendu ce discours pour la première fois, j'avais 9 ans. Et ce discours, il m'est resté, il a été brutal, il a été... voilà, ce fut un choc. Un choc en fait. Ouais. Et ça voulait dire que j'étais pas la bienvenue. En fait, ce discours, il s'adressait à moi et à ma mère. Voilà. D'accord. Justement, tu vois, par rapport à ce discours, quand je l'ai regardé, par rapport à ce que tu disais, moi, j'étais pas encore née à cette époque-là, tu vois. Moi, chose que je me suis dit, c'est la même chose que toi. En gros, mes parents, les enfants d'immigrés, sont un tout et sont dérangeants, en fait. Et je me suis dit, waouh, donc c'est dans la pensée commune. C'était vraiment, à cette époque-là, en 91, la pensée commune. Mais du coup, j'ai envie de poser la question, 29 ans après, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu penses que c'est encore dans la pensée commune ou on a évolué? Alors déjà, en fait, ce discours, c'est aussi des stéréotypes. Et les stéréotypes ne se détruisent pas, ne s'effacent pas en si peu de temps. Derrière ce discours, c'est aussi quelque chose qui a été rabâché régulièrement concernant les étrangers. Beaucoup d'enfants bruyants, et ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2020, vous avez par exemple le président Emmanuel Macron qui va dire que les femmes africaines font trop d'enfants. C'est ces stéréotypes qui ne changent pas de 10, 20, 30, 40, mais ces stéréotypes ont une histoire. Et si on ne déconstruit pas cette histoire, ces stéréotypes vont rester dans l'imaginaire français. Mais du coup, ils vont se léguer de parents à enfants, encore une fois. Voilà. Donc, il y aura toujours des enfants racistes, en fait, limite. Oui, c'est voilà, et en même temps, le racisme qu'il y a aujourd'hui est un racisme qui est ancré dans la société. Donc forcément, on le rend ordinaire, mais il est construit sur des stéréotypes, des croyances sur l'autre en fait. Et l'autre est un groupe, pas un individu. Ça veut dire que si un jour je vois un homme blanc, je sais pas moi, courir vite parce qu'il a loupé son métro, je me dirais pas « Ah mais tous les hommes blancs courent vite et loupent souvent leur métro ». Il ne faut pas généraliser. Voilà, mais c'est tellement ridicule à ce point-là en fait. Waouh. Et pour en venir sur ton podcast, pourquoi tu as décidé de centrer vraiment ça au sein de l'école, avec les enfants? Alors, parce que l'école est un lieu quand même important, c'est un lieu où tout le monde passe. En France, on peut dire que personne n'y échappe. Et c'est aussi un microcosme de la société dans laquelle nous vivons. L'école, en réalité, c'est des petits, on peut voir parce que les enseignants, les adultes, les enfants sont des êtres sociaux, ils font partie de cette société. Et eux aussi, malgré en fait qu'ils se disent parfois non, je fais attention, je ne vois pas la couleur, eux aussi en fait ont intégré ces stéréotypes. Et ben ils vont les transmettre. Et à cause de ces stéréotypes, ils vont avoir un comportement différent selon l'enfant qu'il va avoir en face de lui. Des études ont été faites, pas beaucoup en France, beaucoup aux États-Unis, parce qu'il est plus évident et plus facile pour nous d'accepter de regarder ce qui se passe. Comme on dit chez moi, en fait, on voit plus facilement la paille qu'il y a dans l'œil du voisin que la poutre qu'il y a chez nous. Voilà. Donc aux États-Unis, en fait, c'est facile de faire des... Voilà. Et en France, on ne fait pas ces tests, ces études.
On a le droit de faire on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, mais on pourrait faire des études. Mais en même temps, par exemple, moi j'ai fait psychologie, j'ai voulu travailler sur l'excision pour mon mémoire, et j'ai par exemple, la personne qui suivait mon mémoire a voulu absolument que je mène l'excision avec hystérie. J'ai dû abandonner ce mémoire parce que j'ai pas voulu aller dans son sens. C'était une femme blanche en face de moi et elle voulait que j'aille dans cette direction. Quand j'ai dit non, il n'était pas possible que je continue. De continuer le mémoire. Voilà, alors tant que tous les enseignants qui seront les enseignants-chercheurs à la fac, par exemple, seront tous que des blancs, il n'y aura pas de mixité, il n'y aura pas aussi possibilité, parfois il y aura plus de difficultés de faire ce genre de recherche aussi, parce que ça ne les concerne pas, et que quand il est difficile dans une société de parler de racisme, il est difficile de faire des recherches sûres aussi. Donc je vais revenir sur toi aussi, sur ton parcours à toi. Oui. Tu es arrivée de Madagascar à 9 ans. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu as dû aller à l'école, forcément. Exactement. Est-ce que tu as subi des discriminations, des micro-agressions raciales? Oui. Donc moi, personnellement, quand j'étais petite, la première journée où je suis arrivée, j'étais un petit peu la bête de foire. J'avais les cheveux lâchés, donc on a commencé à tripoter mes cheveux. Tes cheveux classiques. Voilà, exactement. Mais même les enseignants, oh c'est doux, c'est comme le petit chien à côté. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Et la première fois, j'étais un peu choquée, j'étais tétanisée, je ne savais pas quoi faire. C'était la seule personne racisée de ta classe? Oui, voilà, c'est ça. Ouais, et en fait, j'irais plus loin, j'étais la seule fille noire de l'école. Ok. Donc voilà. Et après, ça a été, le premier jour, ça a été un petit peu l'étrangeté. Le deuxième jour, ça a été des moqueries. Puis au fur et à mesure, c'est monté crescendo. Bien sûr, on m'a demandé d'aller monter dans des arbres pour voir si je montais aussi bien dans les arbres que ce qu'ils pensaient dans leur imaginaire collectif. On m'a appelé Banania, on m'a appelé Bamboula. Il y avait des trucs, oui, c'est le caca, c'est des choses. Mais c'est qu'on entend ça encore aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que les stéréotypes ne changent pas en fait. Voilà, c'est ça. On a encore l'imaginaire du zoo humain en plein milieu de Paris, et donc nous sommes animalisés. Je ne sais pas si tu as vu il y a quelques jours justement l'image de deux petites filles en 1966 avec un petit garçon dans une cage. Mais c'est effrayant. Moi j'ai deux enfants. Ça fait peur, hein. Et c'est les deux, voilà. En fait, voilà, elles avaient quand même un enfant dans une cage, et c'était en 1967. Ouais. Donc c'était pas il y a si longtemps que ça. Ces deux jeunes filles-là, elles sont normalement encore en vie. Voilà. Donc ça veut dire que ces jeunes filles-là ont joué avec un enfant comme un animal. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est l'enfant noir, bien sûr. Voilà, avec un enfant noir comme un animal. Et pour moi, c'est quelque chose de très violent comme image. Et bien sûr, quand je suis arrivée dans cette école, j'étais un peu leur petit animal. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que tes enfants, ils revivent ce que toi, tu as vécu? Ah bah oui, mais mes filles, oui. Alors oui, mes filles, on leur a déjà dit qu'elles étaient du caca. Je ne sais pas pourquoi. C'est le premier... là, tu diras que ce sont plus les seuls noirs ou personnes racisées de leur école. Mais et pourtant... Alors c'est pareil, quand on voit des choses, par exemple, un truc bête, on voit à la télé, tout ce qui est noir est négatif. Voilà. Donc en fait, l'enfant, même si en fait son parent, je ne pense pas que quelqu'un est venu voir un jour et dire, tu sais, quand tu verras un noir, tu diras caca. Je ne pense pas qu'un adulte est allé, voilà. Mais c'est des choses négatives. Si tout ce qui représente le corps noir chez un enfant est perçu comme négatif, inconsciemment, ça va se répertorier, ça va se répercuter, pardon. C'est ça qui est grave en fait, c'est que dès très petits, les enfants intègrent les images, les comportements, les discours qu'on va avoir. Et peut-être que certains parents n'iront jamais frontalement dire des choses négatives, mais diront, si à chaque fois que la personne qui est critiquée, par exemple, à la télé, ou à chaque fois on a toujours certains termes, du genre les racailles, ce genre de choses, pour un même type de personne, à un moment... Ça rentre. Voilà, ça rentre. Clairement, ça rentre. Exactement. Inconsciemment ou non, hein, mais ça rentre, clairement. Et puis, ce qui est horrible, c'est que nous intégrons nous-mêmes ces stéréotypes. Aussi, exactement. Franchement, nous intégrons nous-mêmes ces stéréotypes. Et nous sommes conscients de ces stéréotypes, et aussi souvent nous ne voulons pas ressembler à ces stéréotypes. Ouais, et pourtant, on rentre dans la peau de ce qu'on nous a... Enfin, tu m'as désigné comme ça, je vais rentrer un moment donné dans cette... Oui, et en plus on se bat. Par exemple, aujourd'hui, j'ai discuté avec une psychologue noire avec qui on a abordé ce thème, et on a abordé en fait l'énergie que ça demandait à un enfant quand il est considéré comme un être juste bon en sport et pas très intelligent, l'énergie et le stress que ça peut engendrer chez lui quand il est dans une pièce remplie de blanc et qu'il doit faire un examen. Des tests. En fait, son cerveau ne sera pas accaparé sur le test, mais sur le stress. Donc, aux États-Unis, par exemple, il y a eu des tests, encore une fois, et ils se sont rendus compte sur des stéréotypes que les enfants victimes de stéréotypes et qui sont au courant de leurs stéréotypes réussissent moins bien les tests quand ils sont mis en situation
par exemple, dans une salle de classe qu'avec des enfants blancs. Ouais. Parce qu'ils savent ce qu'on pense d'eux, et ça les stresse. Et c'est ce stress qui les empêche exactement d'avoir. Par contre, on les met dans une salle de classe qu'avec des enfants noirs, ce ne sera plus la même chose. Forcément. Voilà. Et ça veut dire qu'il y a des réels effets sur la construction des enfants, sur la vie quotidienne. Et puis, il y a un poids, parce que le racisme est difficile à gérer quand on est adulte, mais quand on est enfant en pleine construction, le cerveau est en construction. Comment fait-on? Justement, tu vois, en tant que toi t'es maman, en tant que parent, comment tu fais face à ce genre de difficultés-là? Alors, ce qui est compliqué quand on est maman, c'est que c'est émotionnel aussi. Il y a l'émotion qui rentre en jeu. Je pense que je vais être meilleure conseillère que, voilà. Ça veut dire que moi, quand ma fille rentre en pleurs, par exemple, parce qu'elle se fait taper plusieurs fois par un petit garçon, qu'elle se fait harceler, qu'il la traite de caca, qu'elle se retrouve enfermée dans des toilettes, elle était très petite, hein, et que moi j'ai l'impression je vais voir l'enseignante, je vais voir une fois, 2 fois, 3 fois, et que j'ai l'impression que les choses ne changent pas, au bout d'un moment, je me sens désemparée en tant que, pour protéger ma fille, en fait. Voilà. Mais complètement. Et c'est ça qui est compliqué, en fait, c'est que, en plus, le racisme est minimisé. C'est pas grave, c'est pas grand-chose, prends sur toi, c'est un sens de l'humour. Oui, mais non, mais il l'a pas fait exprès. Mais non, c'est pas parce que tu es noire. C'est quelque chose d'insinueux et qu'on ne peut pas prouver toujours. Donc moi, la seule chose que je peux faire, c'est si on a la possibilité de faire appel à un juriste. D'accord, écrire. Carrément. Voilà, je pense que à un moment, c'est un délit, le racisme. Il est difficile à prouver parce que c'est souvent par des paroles et qu'il n'y a pas toujours des marques physiques, mais c'est un délit. Et moi, je dis toujours aux parents, la meilleure des choses quand ce genre de choses arrive, c'est d'écrire une lettre. Prévenir aussi les associations des parents d'élèves, par exemple, en écrivant une autre lettre. Demander de l'aide à quelqu'un, par exemple, quand on ne sait pas comment s'adresser à la personne, de nous aider à formuler la lettre. Ensuite, par rapport à ces enfants, je pense qu'il est important d'essayer de leur expliquer, en fait, dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qui se passe. Voilà, moi, je dis à ma fille, par exemple, que en fait, elle n'a en aucun cas le problème. Et que malheureusement, ça arrive à beaucoup de personnes qui lui ressemblent. Beaucoup, voilà, c'est ça. Et qu'en plus de ça, parce que comme on a tendance à vouloir faire passer l'autre pour la psychopathe, on va dire, qui ment un petit peu ou qui est un peu... qui affabule. Voilà, je lui dis, mais en fait, non, t'es pas toute seule. Il y a beaucoup d'enfants à qui on fait ça, des adultes même à qui on fait ça. Je lui dis, ok, si que moi aussi, on m'a fait ça. Et qu'en réalité, je sais que c'est compliqué à subir, mais en réalité, en fait, elle n'est pas plus bête qu'une autre, elle n'est pas du caca. Et puis bon, moi une fois par exemple pour ces histoires de cheveux où on lui a dit, je lui ai dit écoute, peut-être qu'en fait le fait d'avoir, ta copine, le fait d'avoir un espèce de plat de spaghettis, plat huileux sur la tête, elle aimerait avoir en fait ce que tu as. Donc la prochaine fois tu lui dis, écoute, chacun son truc, moi j'adore mes cheveux, j'aime ce que je suis. Et j'aime, voilà, en fait. Donc c'est ça, exactement. Vraiment et j'essaie aussi de lui dire qu'en réalité, ça dépend de la position dans laquelle on se place. Et il faut s'aimer tel qu'on est, et que si on veut vraiment, je lui dis pas qu'il faut se moquer, mais en réalité, je lui dis écoute, assieds-toi 2 secondes et dis-moi toutes les choses que tu trouves étranges chez cette copine. On va faire une liste. Tu lui dis non. Pourquoi tu lui dis pas? Parce que les règles de bienséance font que toi, tu es capable, en fait, de savoir que quand on se retrouve avec une personne, on ne va pas aller appuyer sur chaque mal, en fait. Ça, c'est clair. Ton amie qui te dit ça, elle a un problème déjà d'éducation. Le problème, c'est elle. On ne lui a peut-être pas appris à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant d'aller voir une personne et dire des choses. Donc le problème, c'est déjà son comportement. Ce n'est pas le tien. Elle n'oserait pas, peut-être, aller dans d'autres lieux et dire ça. Donc, je lui montre bien que le problème, ce n'est pas elle, mais la personne qui est en face d'elle. Et j'essaie de la valoriser. Et puis, les livres... C'est ça, la représentation, j'allais y venir. La représentation, ce serait vraiment bien aussi, pareil, des enseignants aussi. Qu'il y ait plus d'enseignants racisés au sein de l'école. Ça aiderait, c'est sûr. Ça aiderait. Pas juste des femmes de ménage dans les écoles, tous les métiers, mais à un moment, c'est pas normal que toujours les mêmes populations se retrouvent dans les mêmes types de métiers.
Ouais. Ce n'est pas normal. On va en parler, exactement. Bah, tu vois, j'allais rebondir sur la représentation positive de la diversité, comment c'est super important, d'où l'initiative que j'ai prise tu vois, pour écrire le livre. C'est super ce que tu fais. C'est parti vraiment de là, du même, tout ce que tu es en train de me dire. Et je me dis que ça compte énormément, mais tu vois, on insiste beaucoup sur le fait qu'il faut avoir de la représentation positive dans les médias, les livres, les programmes, mais pas assez sur les effets néfastes, en fait, de ce manque de représentation-là. Et ça, je l'ai entendu dans ton podcast, en parler aussi. Donc, je voulais voir ça aussi avec toi. Quels sont les effets néfastes, mais à long terme. Parce que sur le court terme, comme je te disais, hein, on a des enfants qui pleurent, qui rentrent de l'école, qui veulent plus y aller ou autre. Mais sur le long terme, quand un enfant grandit et qu'il est en pleine construction identitaire et qu'il ne s'aime pas forcément comme il est, parce qu'il a toujours entendu qu'il n'était pas assez bien, quels sont concrètement les effets en fait? Après, il y a plein d'effets. Moi, je suis pas, voilà. Donc après, je suis pas spécialiste de ce domaine, mais je peux dire par exemple, je vais aller sur la dépigmentation. Il y a des femmes en fait, et ça met leur corps en danger. Et c'est pas que chez des personnes noires. Les personnes asiatiques se dépigmentent aussi beaucoup la peau. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est quand même un réel danger. Il y a le fait de se défriser les cheveux jusqu'à s'en rendre chauve, c'est aussi un autre danger en fait, c'est se faire du mal à son propre corps. On s'en rend pas compte. Voilà, exactement. Franchement, pour avoir fait, pour moi c'était normal. Le défrisage était le passage obligé, on m'a toujours appris que ça. Donc, je n'avais pas autre chose en fait. C'est ça. Et puis, il y a des jeunes filles, par exemple, qui se disent, bah non, parce qu'en fait, quand on est noir, on a des grosses fesses, on a des formes, elles vont aller vers l'anorexie, elles vont s'empêcher, elles ne vont pas se nourrir correctement pour être le plus fin possible. Par contre, aujourd'hui, avoir des formes, c'est hype. Oui, mais non, mais après, c'est des périodes. C'est c'est encore un autre sujet, et je trouve ça tellement grave aussi. Oui, encore une fois. Et là, en fait, même de toute façon, le corps des femmes en général, on va dire. Est-ce qu'on regarde ne serait-ce que pour des hommes? Est-ce qu'il y a une mode physique? On est des pâtes à modeler, on est de la pâte à modeler, on se dit aujourd'hui tu dois avoir les seins, pas de seins, demain tu en auras, après-demain tu auras de la bouche. En fait, on est des objets ou on est des êtres humains? Mais bon, on va pas passer sur ça. Donc, je disais, voilà, et il y a aussi ce syndrome de l'imposteur. Beaucoup de personnes, peu importe l'effort qu'ils feront, peu importe les diplômes qu'ils auront, ils auront toujours l'impression de ne pas être à leur place. Pas être à leur place, de se dire oui mais attends, et puis cette histoire de oui mais attends, si je suis là, c'est peut-être parce que ils ont voulu prendre une personne noire, mais si je suis là, mais ils ont l'air peut-être plus intelligents que moi. Il y a la dévalorisation, syndrome de l'imposteur, il y a des dépressions, il y a énormément de choses. Je pensais à quelque chose d'ailleurs, il y a aussi le déterminisme social. Oui. Ça, c'est vrai. Parce que, tu vois, je faisais mes études l'année dernière. Je faisais des études parce que je passais un concours justement pour parler de Little Nappy. Pourquoi? Et au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, juste des chiffres comme ça, l'année dernière, en 2019, au niveau des bacheliers, tu avais 85% d'enfants de cadre qui ont obtenu le bac contre 53% d'enfants d'ouvriers qui ont obtenu le bac. Tu vois. Ensuite, ça se poursuit en école de commerce, où pareil, il y a la différence, mais flagrante. Et tu te dis, en gros, si ton père est ouvrier, tu deviendras ouvrier. Tu sais, c'est limite comme ça. Et là, ça me fait penser quand tu as dit, dans les écoles, la femme de ménage, c'est la noire. On a toujours les mêmes personnes avec les mêmes couleurs. Tout à fait. Donc, on reproduit ce que nos parents font parce que c'est comme ça. Et après, il y a aussi les conseillers comme disait Marie da Silva, les conseillers de désorientation. Il faut savoir qu'on est combien à aller voir des conseillers d'orientation et qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément des meilleures notes. Et qui se retrouvent, voilà, exactement. On a droit à ce passage-là où elle nous dit professionnel. Pour le lycée, exact. Au lycée, on doit aller au professionnel. C'est ça, ton bulletin, ok, tu vas en pro, toi tu vas en général. Ça va très vite. Donc, et dans un des épisodes de notre podcast, justement, sur la transmission de la langue, on explique aussi que dès la colonisation, dès que Jules Ferry a voulu mettre l'école dans les colonies, la règle était claire. Les personnes colonisées devaient apprendre le français, oublier leur langue maternelle, et en plus de ça, il ne fallait pas leur apprendre trop. Il fallait les envoyer, il fallait qu'ils deviennent une main-d'œuvre. Donc il fallait déjà apprendre le français, désorienter. Il ne faut pas qu'il soit trop. Exactement. Donc il y a quand même, pareil, l'école a une histoire. Aussi, ouais. L'école a une histoire. Et parfois, ce serait peut-être bien de décortiquer son histoire pour comprendre le pourquoi. C'est super important, l'identité. Exactement. Ouais, c'est super important. Donc, justement, au niveau de tes podcasts, depuis que tu as commencé, donc tu as commencé en janvier, quels sont les retours que tu as pu avoir?
Alors j'ai un peu de tout, mais des retours très positifs, vraiment dans la majorité, et un peu de chez tout le monde. Alors j'étais très étonnée parce que moi le podcast, c'est clair, je l'ai fait pour des enfants et des parents racisés, pour donner la parole, parce que je trouve que c'est important, on n'a pas souvent la parole, et aussi dire, mais en fait on n'est pas tout seul, on n'est pas parano, le racisme existe, et c'est pas parce qu'on le vit chacun de son côté, parce que à chaque fois le problème du racisme, c'est qu'on vous le fait d'une façon tellement insidieuse qu'il y a des moments où vous dites « mais ça s'est réellement passé ?» Oui, mais alors si à chaque fois ils disent que c'est moi qui exagère, est-ce que c'est pas moi qui exagère pour de vrai? Voilà. Mais à force de rencontrer des personnes, d'avoir toujours les mêmes témoignages, les mêmes récits, les mêmes mots, donc c'était aussi pour que les autres personnes les entendent. Et se disent, bah non, c'est exactement la même chose. Donc je ne l'ai pas inventé. Bah, tu vois, moi je trouve que ce que tu fais c'est génial, ton podcast il est vraiment, c'est vraiment top. Merci. Sachant que moi, tu vois, par rapport à ma page. Mais je suis pas toute seule, hein. Je suis désolée, il y a Ulrich, elle n'est pas là aujourd'hui. Il y a Ulrich, il ne faut pas l'oublier. Mais vous êtes toutes les deux, parce qu'en fait c'est vraiment génial. Tu vois, sur ma page Instagram, je reçois énormément de DM à chaque fois de parents qui témoignent en fait. Soit eux, quand ils étaient jeunes, ils s'aimaient pas trop comme ils étaient, ou leurs enfants qui reproduisent exactement la même chose. Et je me dis, mais en fait, il faudrait quelque chose qui centralise tout ça. Et je pense à ton podcast. Je me disais, mais je crois qu'il faudrait que tout le monde aille écouter son podcast. Parce que finalement, j'en vois plein de DM de personnes qui me racontent la même chose. Je ne sais pas quoi leur dire. Je me dis, mais vous n'êtes pas seul déjà. Vous n'êtes pas seul. Oui. Bah, tu vois, avant que je connaisse son podcast, je me disais, mais vous n'êtes pas seul parce que tout le monde apparemment le vit en fait. Et maintenant qu'il y a ton podcast, je me dis, c'est vrai que ce que tu fais, c'est génial parce que tu centralises tout ça. Et en écoutant, en étant un parent qui vit cette chose-là, déjà, on ne se sent pas forcément désarmé. On se dit, je vais trouver des solutions pratiques. Et en plus, je suis pas la seule à le vivre en fait. Moi, ton podcast, en tout cas, il aide énormément. Est-ce que tu penses à un moment donné, sur du long terme, faire des rencontres peut-être physiques avec les parents? Oui, alors ça, on est... Ce serait pas mal. Tout à fait. Dire là, ce serait pas mal, un truc comme ça. Je pense qu'il y a full. Mais après, il y a aussi les associations, je pense, sur place qui rencontrent. Voilà, exactement. On n'a rien inventé. Hein. C'est vrai que le podcast, on donne la parole à des personnes, mais je pense que les associations ont toujours été là pour justement soutenir les parents, soutenir parfois pour faire des lettres, soutenir les enfants. Et heureusement qu'elles sont là, ces associations. Moi, même petite, j'allais dans une association. C'était Espérance et Jeunesse. Voilà. Donc c'est vrai que les associations font du très bon boulot. Ouais, non c'est vrai, on n'en parle pas assez aussi. Et moi je te remercie, je pense que franchement on a fait le tour. Ouais, et c'est moi qui te remercie parce que je trouve que c'est vraiment pareil, hein, je te retourne le compliment, je trouve ça top. Moi j'ai 2 filles, elles sont contentes en fait de trouver plus de support aujourd'hui. Et puis pareil, un dessin animé français en France avec une petite fille qui leur ressemble et tout ça. Moi j'ai trouvé ça vraiment, je dis bravo. Merci, je suis contente. Moi je pense que tu as tout dit, vraiment. Encore une fois, merci d'avoir répondu oui à mon invitation. Et on mettra toutes les infos sur les enfants du bruit et de l'odeur. Parfait, voilà, merci beaucoup. Bye. Tout simplement d'apprendre en fait une autre histoire des pays d'origine de vos parents et de vos arrière-grands-parents, parce que moi je trouve que c'est important. Moi, par exemple, je parle de Madagascar à ma fille et qu'en réalité, Madagascar était là bien avant la colonisation. Madagascar avait une histoire, Madagascar avait une culture, Madagascar avait sa langue, Madagascar avait ses traditions et Madagascar est encore là aujourd'hui, Madagascar sera encore là demain, j'espère, avec toujours une continuité de la transmission. Et mes filles sont la suite, justement, de ce qui va se passer aussi par rapport à la transmission et de la culture, de ma culture. En fait, tout était conçu, tout était fait autour de moi de telle façon que je me dise la norme, la beauté absolue, c'est d'avoir les cheveux raides, d'avoir les cheveux droits et d'avoir les cheveux lisses. Et je me disais, si je veux rentrer dans le moule et que je sois comme tout le monde au final, il faut absolument que mes cheveux soient raides.